Bienvenue dans The Big Shift, le podcast qui couvre 100% des sujets qui touchent à l'écologie. C'est la rentrée, il fait chaud, on manque d'eau et c'est l'heure des 3e résolutions de l'année. La première, c'est le nouvel an, la deuxième, souvent, c'est avant l'été, et là, c'est la rentrée. Et si la vôtre, c'était de faire un geste pour le climat? Par exemple, vous pouvez partager votre épisode préféré de The Big Shift à vos amis ou sur les réseaux en me taguant. On va en parler dans cet épisode, mais sachez dès maintenant que vous êtes vous aussi des influenceurs. Pour vos cercles proches et moins proches. Alors si individuellement vous avez atteint le max de ce que vous savez faire sans vous sentir dépassé, la deuxième meilleure chose à faire, en gros, c'est d'aider les autres à faire comme vous. Par exemple, si vous baissez votre empreinte carbone de 9 à 6 tonnes, vous avez gagné 3 tonnes. Et si après vous aidez 5 potes à passer de 9 à 7 tonnes, vous en aurez gagné 10. C'est-à-dire que 2 tonnes à aller chercher par personne, ça se fait, non ? Alors, je veillerai personnellement à ce que ce soit ajouté à votre compteur de tonnes évitées, promis. Et moi, c'est ma motive pour continuer à produire The Big Shift. Elle vient de là, tout simplement. Si tous ces épisodes ont permis à 10 000 personnes de réduire leur empreinte de même 200 kilos par an, ça reste ouf. En fait, là, je suis en train de m'ajouter tranquillement 2000 tonnes de CO2 évitées à mon compteur. Je rigole, mais en gros, mon objectif avec ces chiffres, c'est que vous compreniez que l'épisode que vous allez entendre ne s'adresse pas uniquement aux influenceurs, mais à vous aussi, avec votre échelle d'impact. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis un utilisateur assidu du train, alors imaginez mon kiff de vous dire que l'épisode d'aujourd'hui, il a été enregistré à 300 km/h entre Paris et Nantes. C'est un partenariat entre mes copains de 2 tonnes, dont vous pouvez écouter l'épisode avec Pierre-Alix un peu plus bas dans la liste, et TGV Inouï, dans lesquels moi je me suis un peu immiscé. Et l'objectif là, c'est de sortir de notre bulle et de parler climat à tout le monde. Pour ça, on a des animateurs de 2 tonnes qui parcourront la France en TGV entre le 18 et le 22 septembre 2023 et qui proposeront un atelier adapté en voiture-bar. Il y aura 22 trajets dans toute la France et ça pourrait tomber sur vous. Alors restez attentifs, vous endormez pas, faites pas la sieste dans le TGV, vous allez avoir un atelier à faire. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à une sorte d'avant-première avec 3 influenceurs, Shake Up, Chamello et Monsieur le Chat. Ça tombe bien parce que ça fait 1 an tout pile, mais alors jour pour jour, que j'ai enregistré avec Amélie Deloche de Paye ton influence pour parler de la responsabilité des influenceurs dans la transition écologique. Et elle est là aussi. Donc c'est la meilleure occasion pour moi de sortir le micro, de faire le point 1 an plus tard avec des influenceurs cette fois, et avec Amélie aussi. L'objectif, c'est de comprendre concrètement ce qui peut freiner un influenceur ou une influenceuse qui par ailleurs pourrait être tout à fait engagé dans sa vie privée. Mais pourquoi ces personnes-là peuvent avoir des difficultés à en parler à haute voix sur les réseaux, par exemple. Ce que je vais vous faire écouter sont les retours à chaud de ces 3 personnes qui ont suivi un atelier 2 tonnes condensé et qui le mettent en perspective de leur métier. Alors, mais juste avant, je vous propose d'écouter Pierre-Alix, donc le fondateur de 2 tonnes, je vous rappelle, sur le concept de ce partenariat puissance 1000, puissance 300 km/h, puissance TGV. On est bon. Bon, alors là, on est en train de faire semblant qu'on enregistre une introduction de podcast. On vient tout juste de descendre de notre 2e train. On est au sein de la gare de Montparnasse, dans le hall. On est en train de marcher en enregistrant ce podcast. L'idée, c'est de comprendre un peu d'où est venue cette idée. Pourquoi est-ce que tu as fait ce lien entre 2 tonnes, SNCF, qu'est-ce que c'est que ces ateliers qu'on propose, les ateliers en train pour le climat? Il y a 3 raisons, je pense. La première, c'est que nous, chez 2 tonnes, on pense que tout le monde a un rôle à jouer dans la transition écologique. D'où qu'il vienne, où qu'il habite, qui qu'on soit, on a tous un rôle à jouer. On en est absolument convaincus. Et si on part de ce postulat-là, on se dit, ça veut dire qu'il faut essayer d'embarquer tout le monde dans l'aventure. Et embarquer tout le monde, c'est peut-être aussi commencer par les sensibiliser, les former. Et puis peut-être prendre les gens là où ils sont, pas juste là où on voudrait qu'ils soient. Et donc, aller à eux, simplement. Et aller à eux, c'est trouver des lieux où les gens, ils ont du temps, où les gens, ils sont disponibles, parce qu'on sait que la vie, ça va vite, si on a plein de trucs à faire. Et une idée, c'est de se dire, ok, quand on est dans le train, on peut avoir plein de trucs à faire, mais on a aussi pas mal de temps. Alors si jamais on en profitait pour proposer aux gens des ateliers qui sont gratuits, accessibles, pour qu'ils puissent se former, ça marcherait pas mal. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que autant trouver un lieu qui soit cohérent au niveau écologique. Et c'est vrai que le train, c'est un mode de voyage qui est beaucoup plus écologique que d'autres. Et donc, tu as une vraie cohérence, tu as une vraie pertinence à faire ce genre d'intervention dans ce contexte-là. Et la troisième raison, pour moi, c'est que on voulait montrer un autre visage de l'écologie, pas juste sous le plan de l'information ou sous le plan des contraintes, mais montrer qu'en fait, des fois, ça permet de vivre des expériences qui sont assez uniques.
Et en l'occurrence, faire un atelier dans le train, c'est s'ouvrir à l'inconnu, faire un truc en intelligence collective avec des gens que tu connais pas. C'est des rencontres et c'est un truc dont tu te souviens longtemps. Et c'est ce qu'on voulait faire, proposer un moment dont les gens pourraient se souvenir longtemps. C'était la troisième raison pour laquelle on a fait ça. Alors voilà, maintenant que vous comprenez un peu mieux le contexte, je vous laisse écouter les retours d'expérience de ces influenceurs à 300 km/h. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Salut Val, comment ça va? Ouais, tranquille. C'était bien Nantes. Nantes. Bien visité. On a bien visité Nantes. Ouais. On a passé à peu près 5 secondes sur le quai. Oui, c'était suffisamment long pour sentir l'air. L'air très chaud d'ailleurs de la ville de Nantes. L'air qui est frais d'ailleurs à peu d'endroits en France en ce moment. Tout à fait. Et je suis avec Charlène. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui. On vient de vivre du coup l'atelier en train avec le climat de Deuton et TGV Inouï. Et l'idée là, c'est de comprendre un petit peu qui tu es et puis pourquoi est-ce que tu es là et qu'est-ce qu'on fait ensemble dans ce train à enregistrer ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter? Donc c'est Shake Up sur les réseaux? C'est ça. C'est ça. Donc Shake Up sur les réseaux. Moi, j'ai commencé du coup sur YouTube. J'avais une chaîne, je l'ai toujours, dans laquelle je faisais des sketchs humoristiques, donc des podcasts avec des perruques, des sujets, voilà, plein de petites scènes qui s'enchaînaient. J'ai pas vu du tout toute cette partie-là. Oui, ça doit parce être un peu enterré. Voilà, j'ai commencé ma chaîne, j'avais 21 ans et mon objectif c'était de faire rire les gens et que les gens passent un bon moment. C'était de lire ces commentaires tu m'as évadé pendant tant de minutes dans ma journée, c'est incroyable. Moi, ça me nourrissait, ça me faisait du bien me dire que j'arrivais à faire du bien avec 2-3 perruques et une caméra. J'ai grandi. Ça fait 10 ans maintenant que je suis sur les réseaux, donc là, je vais avoir 31 ans. Le 18 septembre, d'ailleurs, date à laquelle commence l'atelier de Tonne. Exactement, du 18 au 22. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, les choses ont plus ou moins changé. Donc, je garde toujours un peu un ton humoristique parce que j'aime bien, ça fait partie de ma personnalité. Mais ce que j'ai pu voir avec le temps, c'est que selon les sujets d'actualité que je vais aborder, ce qui m'anime le plus, c'est de voir que je vais faire du bien aux gens. Donc, je parle beaucoup de self-care, donc de prendre soin de soi, de santé mentale plus ou moins. Enfin, j'aime beaucoup, j'écris aussi des livres. Et donc, du coup, j'ai beaucoup... À l'eau de rose pour les jeunes adultes. Et c'est pas mes mots, ce sont les tiens. Tout à fait. C'est comme ça que je me suis un peu présentée. Et à côté de ça, j'aime beaucoup quand j'ai des réflexions, des questions notées dans un carnet. Et souvent, je prends du coup ces petites notes et je les mets en story le matin. Donc, j'appelle ça la chacha gazette. Et du coup, ça permet à ma communauté de se questionner sur certaines choses ou de lire des mots qu'ils avaient peut-être besoin de lire à un moment donné. Et j'adore faire ça. Donc voilà, si je devais décrire ce que j'aime faire, c'est faire du bien aux gens via les réseaux sociaux. Écoute, trop stylé. Comment est-ce que tu as toujours été consciente des enjeux climatiques? Comment est-ce que tu me disais du coup pendant l'atelier que tu étais assez stressée? Oui. Quand est-ce que ça s'est manifesté et comment est-ce que tu le manifestes dans ta vie quotidienne sur les réseaux? On appelle ça l'éco-anxiété, je crois. Ouais. C'est vrai que les fois où j'ai pu aborder ce sujet de l'écologie, j'ai pas toujours été bien accueillie. Par ta communauté, tu dis? Par ma communauté, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes trouvent le discours assez hypocrite dans le sens où quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on va parler de tel ou tel produit, ça ne s'inscrit pas forcément dans une démarche écologique. Mais les gens perdent souvent à l'esprit que personne ne peut être parfait et personne ne peut être irréprochable dans ce milieu-là. Et voilà, donc j'essaye à mon échelle de faire quand même les choses que j'ai à faire. Mais c'est vrai que oui, je regarde pas mal de conférences du coup scientifiques qui m'ont donné un aspect assez pessimiste de tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans ma tête, ça y est, dans 30 ans, on est en guerre, on se tape un exode climatique et c'est fini, on sera 500 millions à chercher où vivre. Mais le genre Et quoi boire? Oui, voilà, et on n'aura plus à boire non plus. Mais du coup, c'est vrai que ce genre d'atelier permet d'apprendre à passer des messages sans forcément culpabiliser son audience. Je sais que quand j'aborde ces sujets-là, les gens se sentent peut-être un peu aussi attaqués. Donc, quand tu te sens attaqué, tu réponds peut-être par l'attaque, c'est ça. Et c'est pas du tout quand j'ai abordé par exemple le végétarisme, ça m'a arrivé de juste expliquer, de dire regardez, vous avez juste à mettre 2 poubelles. Le tri, c'est très primaire aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde a 2 poubelles chez soi, ou 3 ou 4, qui fait le tri. Et c'est pas le cas en fait. C'est pas intégré par tout le monde. C'est parce que nous, on est dans notre microcosme. On a cette impression que ça, c'est déjà acquis. Mais il y a plein de petits gestes comme ça qui sont très utiles. Est-ce que tu te sens responsable d'un message à porter ou pas trop dans ce sens-là? Alors, il y a le message du bien-être,
Tout à fait. Est-ce que du coup, d'un point de vue écologie, toi qui es du coup consciente de ces enjeux, qui te renseigne de façon scientifique sur le sujet, est-ce que tu as l'impression d'avoir un message à porter Bien sûr. ou tu essayes de séparer un peu les deux activités? Bien sûr. C'est vrai que c'est plus sur le perso que c'est des choses que je vais lire et des fois je vais regarder, comme je disais, une conférence d'Aurélien Barraud et je vais me dire oulala, il faut absolument que je la partage, il faut absolument que tout le monde sache et voit ça. Et c'est vrai que j'ai toujours ce petit recul de me dire je vais me faire tellement attaquer et j'ai peur des climato-sceptiques et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas et je me dis souvent c'est peut-être pas à moi de le faire, je suis peut-être pas à ma place dans ces sujets-là. Et au final, on réalise aujourd'hui avec des ateliers comme ça que chacun peut prendre sa place dans les sujets qui leur tient à cœur. Et puis s'il y a des gens qui n'y croient pas ou qui pensent que tant pis, il y aura toujours des gens qui seront réceptifs au final et c'est ça qui compte finalement. Ouais, la dernière personne que j'ai interrogée, alors sur un autre podcast, pas sur The Big Shift, je lui faisais à peu près la même réflexion et elle me dit mais tu sais, de toute façon, il y a toujours des gens qui pensent que la Terre est plate. Oui. Et donc, tu dis, oui, c'est vrai. Et ces irréductibles-là, tu pourras pas les convaincre. En revanche, il y a une masse de gens sur lesquels je pense que tu peux avoir un impact qui est monumental. Est-ce que, après avoir vécu cet atelier, donc ces 40 minutes, après l'atelier, tu disais que tu restais quand même assez pessimiste. Est-ce qu'il y a quand même des trucs où tu te dis, ok, ça, maintenant, j'ai envie de le faire un peu différemment, ou je sais que t'as pas eu beaucoup de recul parce que c'était littéralement il y a 20 minutes et qu'entre-temps, on a plié bagages, changé de quai, remonté dans un train, repris le TGV dans l'autre sens. Oui. Mais est-ce que du coup, tu as un petit truc où tu te dis ça, j'aimerais bien le mettre en place, tu vois? Là où j'ai cette envie de partager des messages et là, j'y parvenais, mais en relayant des petits trucs que je lisais par-ci par-là. Donc c'était un post par-ci, un post par-là. Je me dis, est-ce que ça va me permettre d'être capable de moi prendre la parole et créer mes propres posts, mes propres stories à ce sujet-là, en fait. Je me pose la question. Je ne sais pas si du coup je vais continuer dans ce sens à partager de temps en temps. Tiens, il y a ci, il y a ça, il y a un tel qui a parlé de ça, je vais le mettre comme ça et ça ne m'engage à rien. J'ai cette peur toujours de ne pas être légitime à parler des sujets et des choses. Mais oui, ça m'ouvre quand même des œillères sur pas mal de choses et j'ai eu pas mal de matières aujourd'hui qui sont assez accessibles et on nous a vulgarisé les choses d'une façon qui, je pense, peut m'aider. Personnellement. S'il y avait un élément, un chiffre clé un peu avec lequel tu ressors de cet atelier qui t'a marqué, où tu te dis putain, ça me donne un vrai levier, est-ce qu'il y a un truc qui t'a plus marqué que le reste? Oui, de voir qu'en 20 000 ans, on a augmenté du coup notre température de 5 degrés. Je me dis que là, donc on est en 2023, d'ici 100 ans, si on continue dans ces conditions-là, ça va être la même chose, c'est 5 degrés de plus qui vont s'ajouter, et donc qu'on puisse faire en 100 ans ce qu'on a fait en 20 000 ans, ça me fait très peur. Qui est passé d'une ère glaciaire à l'ère actuelle. Exactement. Et là, je me dis que c'est très peu de temps qui vont justement donner le même résultat que ces 20 000 ans. Ça m'effraie. Ouais, il fait très mal celui-là. Et à chaque fois que j'ai fait un atelier sur ce sujet-là, que ce soit la fresque du climat ou l'atelier d'automne, c'est souvent un chiffre qui revient assez fort. On a conscience que c'est la merde, mais pas à ce point-là. Et où est-ce qu'on te retrouve? Sur mes réseaux, direct. Shake Up, TikTok, YouTube, Instagram, voilà. J'écris des livres à l'eau de rose, donc des fois dans les FNAC. Et sur le nom Charlène Ah oui, non, c'est mon nom d'auteur, Charlène B. Charlène B, ok. Ça marche, trop cool. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Est-ce que tu peux me dire qui tu es sur les réseaux et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors sur les réseaux, je suis Morgane Le Chat, Monsieur Le Chat. Je suis prof de physique-chimie dans la vie, mais aussi créateur de contenu sur TikTok et Instagram notamment. Qu'est-ce que tu crées comme type de contenu? Ce que je crée comme type de contenu, c'est des vidéos qui relient la science à la vie quotidienne, souvent avec des petites mises en scène, avec des changements de voix qui m'amusent à la base. C'est vraiment pour le plaisir que je fais ça. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette journée? Aujourd'hui, on est là pour sensibiliser du coup les gens à l'action liée au climat et justement au levier qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est en partenariat avec 2 tonnes et la SNCF, mais c'est pas uniquement axé sur les transports, c'est axé sur la vie quotidienne et l'écologie de manière générale, l'action climatique. Est-ce que tu te sens plus ici en tant que prof ou en tant que 100% influenceur? Je pense qu'en tant que prof, ça m'enrichit puisque j'agrémente mes connaissances vis-à-vis du sujet. Mais ma mission ici, c'est d'être créateur de contenu puisque c'est mon levier d'influence qui va permettre de toucher le plus grand nombre par rapport à ça. En salle de classe, quand je suis sur une séance d'1 heure, je touche 25-30 élèves. Et de la sensibilisation au dérèglement climatique, c'est dans les programmes, donc on en parle.
En revanche, avec les réseaux sociaux, on peut toucher plus de monde d'un coup et pas les mêmes personnes. C'est des publics beaucoup plus larges. Est-ce que tu es déjà un peu sensible à la question du réchauffement climatique avant même qu'on parle de l'atelier d'automne qu'on vient de vivre? Bien évidemment, de toute façon, j'ai l'impression que de nos jours, on ne peut que être touché par l'écologie, même si ce n'est pas un centre d'intérêt de base. Les gens qui ne se sentent pas concernés, je pense que ce sont des gens qui sont plutôt dans le déni vis-à-vis de ça, puisque on est impacté au quotidien. Là, je vois, cette semaine, on est début septembre. À Paris, on est à des températures qui sont au-dessus de 30 degrés. Et, pour mon cas, là où je vis en banlieue parisienne, la nuit, c'est difficile pour dormir vraiment. Et rien qu'avec ça, je me sens clairement impacté parce que je suis conscient que c'est les modes de vie qu'on a eus depuis des dizaines d'années qui créent ces conditions et ce qui se passe en ce moment au mois de septembre, en fin d'été, quoi. Est-ce que tu te sens une responsabilité particulière en tant qu'influenceur et en tant que personne sensibilisée à la thématique? Est-ce que tu as l'impression d'être empreint d'une mission particulière ou est-ce que tu as l'impression que pas du tout? J'en ai pris conscience, je pense, il y a 1 an à peu près avec les réseaux. Pas uniquement au niveau de l'écologie, mais au niveau de la science de manière générale. Je pense que la science est parfois méconnue et juste que les gens aient les informations et les connaissances associées aux problématiques qui entourent la vie qu'on a, ça permet d'avoir des clés et de peut-être d'agir par rapport à tout ça, quoi. Tu me disais tout à l'heure que quand tu postais des vidéos, donc toi professeur de physique-chimie, donc tu postes des vidéos qui sont très liées à la science, le fait, qui sont très rationnelles parfois, où tu expliques des concepts et on te dit, en dessous de tes vidéos que tu postes, on te dit arrête de croire à ce genre de choses ou tu es un suppôt de je ne sais quel organe du gouvernement qui essaye de nous faire croire. Comment est-ce que tu réagis à ça? Le mot propagande, des fois, ressort dans ce que j'explique, alors que de base, ma vocation, c'est juste de partager la science, un peu comme Jamy le faisait avec C'est pas sorcier, quoi. Et ça m'étonnera toujours, mais je m'y suis fait. Et effectivement, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, la science, c'est pas une croyance, en fait. Ce sont des faits qui sont vérifiés et vérifiables. Et c'est embêtant en 21e siècle de se dire que des gens remettent ça en cause, alors que justement, c'est une chose sur laquelle on est censé pouvoir s'appuyer, quoi. À la lumière de ce qu'on vient de vivre, donc ce fameux atelier en avant-première, on a eu cette chance. Est-ce que du coup, il y a des choses que tu te dis, ok, peut-être que j'ai un impact plus grand que ce que j'imaginais, ou tu avais assez bien ça en tête? Comment est-ce que tu te sens du coup vis-à-vis des missions dont Pierre-Alix nous a parlé tout à l'heure? Alors l'impact, je savais que je l'avais. Les leviers aussi, mais vraiment, ça permet de mettre en relief tout ça et de rendre ça beaucoup plus concret, ce genre d'atelier, puisqu'en fait, c'est fait quand même de manière assez ludique, pour un enseignant, je peux le saluer. Et les graphiques, les petits quiz permettent justement d'avoir une réflexion. Parfois, en fait, on a les idées, mais on n'a pas quantifié les choses. Et là, vraiment, c'est très, très, très concret et quantifiable ce qu'il nous a montré. Il y a un truc qui t'a marqué à un moment ou... les plus 5 degrés. Plus 5 degrés, ouais. Qui nous sépare d'une ère glaciaire dans un sens et qui nous sépare du coup... C'était pas ces plus 5 degrés là. Les plus 5 degrés, si on reste sur nos modes de consommation actuels, en 2100, on sera à plus 5 degrés. Ouais. Les conséquences associées à ça, c'est juste désastreux. Des conséquences structurelles, monumentales, effectivement. Ouais, et puis je parle pas que de l'environnement, je parle au niveau sociétal. En fait, les conséquences seront visibles, puisque souvent, les gens pensent que l'écologie, c'est un truc de niche. Mais en fait... si ça m'intéresse et si ça intéresse autant de monde, c'est pas parce que j'aime les oiseaux, même si j'adore les oiseaux, c'est que vis-à-vis de la diplomatie, des interactions entre les pays, ça va jouer justement. Les vagues migratoires liées au changement climatique, ça arrive déjà en fait. Et ce sera juste pire. Et les écosystèmes pour nous nourrir, ils dépendent aussi de ça. Et ça, justement, j'espère que les gens... en sont conscients, c'est pas juste un truc de bobo comme on peut l'entendre. Alors on enregistre du coup ce podcast pour la première fois dans un TGV. Je pense qu'on a peut-être la chance d'enregistrer le premier podcast en TGV, ça se trouve. On vient de quitter la gare de Nantes, donc vous allez peut-être entendre un peu de bruit, on vous met dans l'ambiance. C'est plus l'ambiance bar, c'est vraiment l'ambiance wagon-bar. Est-ce que tu as un message à faire passer si tu devais parler à tes élèves ou à ta communauté? Qu'est-ce que tu leur dirais sur ce que tu viens de vivre? Sur ce que je viens de vivre, j'aurais envie de leur dire... que ce soit dans un TGV ou dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces problématiques. Juste être conscient de ces enjeux, ça permet de s'éveiller, de comprendre le monde dans lequel on vit, quoi, tout simplement. Et au-delà de ça, si le cœur vous en dit, essayez de mettre des choses en place pour limiter les conséquences qu'ont nos vies au quotidien, parce que le fait d'exister en tant qu'homme ou femme en France, on a un impact sur l'environnement.
Bah écoute, merci beaucoup Morgane. Comment est-ce qu'on te retrouve? C'est Instagram, Morgane Le Chat. Monsieur Le Chat, Monsieur Le Chat. 94. Monsieur Le Chat 94. Vous savez où aller si vous voulez retrouver les vidéos de Morgane. Merci. Ciao, salut. Ciao, ciao. L'idée là, c'était de comprendre un peu qui tu es, ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu peux te présenter, comment est-ce qu'on te connaît sur les réseaux du coup? Oui, bien sûr. Alors, je suis Charlotte Lemay, Chamélo sur Instagram. Je suis une créatrice de contenu plutôt sur Instagram, un petit peu sur TikTok. Et je suis mannequin aussi. Et je parle de marques, de mode et de beauté principalement, mais il m'arrive aussi de parler d'autres sujets, notamment de voyage. Et j'essaie de choisir des marques éco-responsables ou des gammes éco-responsables de grandes marques. Ça, c'est l'orientation que tu as pris directement. Est-ce que tu c'était un truc que tu t'étais déjà dit ou tu avais déjà eu cette réflexion? Quel est mon positionnement? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Tu avais déjà eu, avant qu'on dise tout ce qu'on a dit aujourd'hui, j'imagine que tu avais déjà un peu cette conscience de ton impact, mais oui. Est-ce que tu t'étais dit déjà de base, ok, mon positionnement ça va être ça je veux pas le mettre en avant, ça je veux le mettre en avant, oui. Comment est-ce que tu as fait ces choix-là du coup? Alors en fait, moi ça s'est fait dès le départ. C'était un peu la condition pour faire de l'influence. Okay. En gros, j'étais mannequin. J'avais une petite audience et j'étais plus du tout heureuse dans ce métier qui a jamais été une passion. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai fait des études qui n'ont rien à voir, du droit et de l'histoire de l'art. Et j'avais pas non plus envie de travailler dans l'art. Donc j'étais un peu bloquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'apprenais de tout ce qui se passait sur cette planète et que ça n'allait pas. Et je me disais, mais comment je peux avoir un impact? C'est pas du tout les études que j'ai faites, c'est pas le métier que j'ai fait. Donc en gros, je me suis dit, pourquoi pas faire grandir une audience et derrière avoir un autre projet, tu vois, mais que ce soit un tremplin. En fait, j'ai vu l'influence comme un tremplin. Okay. Et quand tu dis c'était une condition vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de toi? Vis-à-vis de moi. Ouais, c'est une condition vis-à-vis de moi. C'est juste que ça me dérangeait. En fait, je supportais plus d'être mannequin et donc de promouvoir des produits, en fait, d'inciter à vendre en valorisant des produits, quoi. Enfin, en fait, mon métier, il était complètement antinomique avec les valeurs que je développais. Et donc ça s'est fait progressivement et même au départ, j'ai pas compris pourquoi je me sentais pas bien. Ouais, donc il y avait une dissonance que tu n'avais pas captée. Ah mais une énorme dissonance et en fait au fil des mois, des années, je faisais des crises de panique. Je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive en fait Et tout le monde me dit mais tu fais un métier super, tu gagnes dans ta vie, ça marche bien, tu voyages. Enfin j'ai pas tout de suite compris et ça m'a pris du temps de me dire ok, il faut que j'aille plus dans cette direction. Ce sera pas parfait parce que faire de l'influence et avoir une audience, c'est quand même une responsabilité importante et ça pousse forcément à la consommation aussi. Donc je pensais pas que j'en ferais un métier comme c'est aujourd'hui. Ouais. Et je suis toujours sur le chemin, tu vois. Évidemment, on enregistre ce podcast dans le train, donc on croise des TGV. Je sais pas trop ce que vous allez entendre comme bruit, mais en tout cas, on vous laisse tout le bruit qu'il y a autour. On va pas traiter cet audio, comme ça vous serez bien dans l'ambiance. Ah, magnifique. Comment est-ce que tu vois ta responsabilité vis-à-vis de ton audience? On en a un peu parlé aujourd'hui et il y a un truc que tu as dit que j'avais pas du tout capté vraiment sur le monde de YouTube. Tu te disais je suis prêt à dire des choses ou à dénoncer etc., mais pas à dénoncer des potes youtubeurs ou des gens du milieu parce que les représailles peuvent être hyper sévères. Ouais. Et moi j'avais pas du tout imaginé ça. Comment est-ce qu'on peut imaginer ce truc-là pour des gens qui nous écoutent et qui sont pas du tout de ce milieu, tu vois? Parce que c'est facile de dire oui, on peut promouvoir je suis écolo, j'ai des valeurs, je suis renseigné de façon scientifique, c'est ce que nous disait Charlène juste avant, et qu'elle se renseigne vraiment, mais en revanche, elle n'ose pas forcément prendre position sur ces sujets en particulier parce qu'elle a peur des représailles, c'est quasiment mafieux comme terme, tu vois, mais comment est-ce qu'on peut se représenter ça, nous? C'est compliqué. Je sais pas, même moi qui du coup ai pris ce positionnement depuis le départ, donc j'ai plutôt une communauté bienveillante par rapport à ça. Tu vois, j'ai pas eu besoin de faire un switch. Enfin, ça a tout de suite été assez fluide. Malgré ça, il y a des sujets dont j'ai peur de parler. Et il y a des sujets dont je parle où je m'attends pas forcément à des représailles justement et où ça part en commentaires négatifs et en critiques hyper dures. Alors que je m'y attends pas. Donc là ça veut dire que c'est des trucs où tu as des collaborations où tu t'es dit ok là ça a passé tous les screens de ce que je m'étais mis en valeur, de ce que je veux représenter, c'est ok dans mon point de vue et je me suis renseigné sur le produit, tu sors le truc et tu te fais arracher. Exactement. En gros moi aussi j'essaie de me renseigner énormément, que ce soit de manière générale sur mon quotidien et ma vie, mais aussi sur les partenariats que je fais.
Donc je passe vraiment du temps à lire le brief. Si j'ai des questions, je les pose à la marque. Et je refuse très souvent des collaborations, je refuse très souvent des voyages. Malgré ça, évidemment qu'il m'arrive de me tromper, en fait, parce qu'on ne peut pas être expert sur tous les sujets. Et parce que aussi, parfois, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a des sujets plus ou moins polémiques, genre les énergies, par exemple. J'ai parlé d'énergie verte, énergie renouvelable récemment. Très 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 touchy quoi. Ah oui, là j'ai eu pas mal de critiques. Je parlais de biogaz et d'énergie renouvelable de manière générale. Et moi, pour m'être renseignée, j'ai passé vraiment du temps avant d'en parler pour en parler. Et malgré ça, il y a eu pas mal de critiques quoi. Okay. Bon, donc, ceux qui suivront l'atelier d'automne verront que le biogaz, dans certaines mesures, en tout cas en termes de CO2, c'était quasiment le mieux qu'on ait observé aujourd'hui. Oui. Il y a évidemment d'autres externalités, mais ça, c'est pas forcément un sujet, quoi. Ouais. Mais donc oui, en tout cas, tu parlais des influenceurs et l'idée de dénoncer en gros ses pairs. Ouais. Déjà, j'aime pas trop l'idée. Moi, je préfère commenter sous le post d'un influenceur que je connais et lui dire en gros frontalement qu'est-ce que tu fais, mais plutôt avec bienveillance. C'est ma manière de communiquer, c'est plutôt ça, plutôt que la dénonciation. Plutôt que de partager en story, tu vois, sauf si c'est un comportement qui est répété. Et que vraiment là ça me gêne et pour moi c'est carrément criminel, tu vois. Et genre là j'ai pas de problème à le dénoncer, mais si le mec est sympa et qu'habituellement ou la meuf ils font attention à leur partenariat et à leur comportement, j'ai aucun intérêt à les démolir publiquement, tu vois. C'est déjà assez compliqué comme ça de s'exprimer sur ces sujets-là en fait. Ouais. Bon là on a sorti un atelier d'automne de 40 minutes dans lequel Pierre-Alix nous a vraiment mis de l'information à balle dans le crâne pendant un moment. Avec quoi t'en ressors ? Est-ce qu'il y a un chiffre qui t'a marqué ? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis tiens ça, c'est peut-être un truc auquel j'avais pas pensé, que je pourrais appliquer du point de vue influenceur ? Honnêtement, on a été très très rapide. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. A priori, la réflexion a été de courte durée parce qu'on a un petit peu enchaîné. Mais non, il y a énormément de chiffres qui m'ont touchée. Principalement le premier sur les 5 degrés. Je le connaissais à peu près, mais je me souvenais pas exactement. Et là, j'ai trouvé que c'était bien mis en perspective. Les 5 degrés de plus entre l'ère glaciaire et aujourd'hui, et les 5 degrés de plus prévus pour dans 70 ans du coup. 2100. Donc, voilà, 2100. Donc celui-là, il m'a beaucoup marqué. L'entrée en matière, elle était un peu rude. Je sais pas si c'est le bon terme. C'est mon chiffre préféré, ça, du réchauffement climatique. Moi, j'avais envie de pleurer, clairement. Là, premier chiffre, je me suis dit, ok, je suis trop sensible pour ça. C'est bon. Il y a eu ça. J'ai adoré. Je sais pas si ça sort du cadre du coup, mais j'ai adoré la métaphore de fin sur la randonnée que j'ai trouvé très cool. Tu me la racontes ? Je pense que les auditeurs l'auront pas celle-là. Je me demandais si du coup quelqu'un en avait déjà parlé. L'idée qu'en fait, faire sa transition écologique, ça va être compliqué, tout comme la randonnée, en fait, qui est le sport préféré des Français. On a appris ça tout à l'heure. Et ça montre qu'en fait, même dans l'adversité et même face aux contraintes, on peut trouver du plaisir et peut-être même se rapprocher d'un mode de vie qui nous conviendrait mieux et qui nous rendrait peut-être plus heureux et plus connectés, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis convaincue de ça et j'ai vraiment beaucoup aimé cette métaphore, par exemple. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à ta communauté ? Tu vois, si tu pouvais, si tu osais dire tout ce que tu voulais, ce serait quoi le message que tu aurais envie de leur passer ? De manière générale, ce que j'aime bien communiquer, c'est parce qu'on ressent tous beaucoup de culpabilité dans notre quotidien et ça bloque, ça empêche parfois de s'engager davantage et du coup j'aimerais rappeler qu'en fait qu'on n'est pas parfait mais qu'on est ensemble et qu'on est tous sur le chemin ou presque et qu'on est peut-être à des étapes différentes mais qu'on a besoin de tout le monde et essayons de pouvoir parler d'écologie avec ses proches, à son travail ou même sur les réseaux sociaux de manière bienveillante et de ne pas se juger les uns les autres. En fait, il y a un truc qui me déprime dans les milieux écolos et aussi dans la vie de tous les jours. C'est la façon qu'on a de tous se regarder, se critiquer et de voir que les mauvais côtés. Et essayons de valoriser plutôt les bons côtés et les efforts de fait et pour aller tous dans la bonne direction. Un gros problème de pureté militante, on en parlait avec Mamat. Je ne sais pas si tu connais The Impact Story sur Instagram. Oui. Il est passé sur le podcast, du coup c'était un des gros sujets qu'on avait évoqué avec lui. Ah trop cool, je vais écouter ça.
Écoute, merci beaucoup Charlotte pour ton passage dans The Big Shift. Avec plaisir, merci à toi. Ciao, salut. Alors on reprend l'enregistrement, on avait tout coupé, on reprend avec Charlotte parce qu'elle a oublié de mentionner un truc mais fondamental. Oui, j'ai monté une asso l'année dernière pour sensibiliser les influenceurs à l'écologie. Donc j'organise des voyages avec des thèmes différents à chaque fois. On part 3 jours en train, bien évidemment, en France pour le moment. Et on a fait un voyage sur la mode éco-responsable et un voyage sur le vin. Ok, trop bien. Et donc on part avec 6 influenceurs et des intervenants spécialisés sur le sujet, parce que l'idée c'est de mélanger un peu, donc on a à peu près un groupe de 10. Parce que je me suis rendu compte que ce qui empêchait les influenceurs de parler d'écologie, c'était notamment le manque de légitimité. Donc ça permet d'approfondir un sujet pendant les 3 jours. Il y a aussi le côté être seul face à sa communauté, alors que là, du coup, on fait ça ensemble, à plusieurs influenceurs. Donc ça donne un peu de force. Et puis voilà, j'essaie de leur partager des expériences positives et de montrer qu'on peut continuer à bosser, qu'il y a énormément de marques aujourd'hui qui se positionnent sur l'éco-responsable et qu'on peut continuer de trouver des contrats même si on s'engage, quoi. Okay. Et ça, il y a un compte spécifique qu'on peut suivre si on a envie de suivre ce genre d'activité ou c'est directement sur ton compte à toi ? Oui, le compte c'est Aware Collective, donc c'est le nom de mon asso, c'est Aware Collective, Aware-collective sur Instagram. J'ai pour l'instant partagé assez peu de contenu, bien que ce soit mon métier, je suis pas hyper forte sur mon asso. Mais là, on va repartir, on va faire 3 journées de sensibilisation, 2 voyages dans les prochains mois, donc oui, ça va être cool de suivre le compte. Trop bien. Voilà. Ça te démarre quand du coup la 3e session ? Ça démarre normalement en octobre. Ok, vous allez où ? C'est encore en discussion, mais pas loin de Paris. Et on va sûrement parler d'alimentation pour le prochain voyage. Ah, trop bien. Ouais, on a eu des alimentation. Sur ce sujet, je t'en ferai 1 ou 2 pour que tu puisses écouter. Trop bien, avec plaisir. Trop cool. Merci. J'ai été marqué par 2 freins principaux pour Charlène, Morgane et Charlotte en leur parlant. Le premier, c'est le manque de légitimité à parler d'un sujet qu'ils et elles connaissent pourtant et sur lesquels ils ont l'air d'être bien renseignés. Et la deuxième, c'est la peur de la réaction de leur communauté, qui voit encore souvent l'écologie comme une attaque, ce que me disait Charlène. Je suis bien sorti de ma bulle. Je suis bien sorti de ma bulle d'échangeur de The Big Shift avec ces différents échanges, et ça fait du bien. Je vous propose d'écouter ce qu'Amélie de Paye ton influence a raconté sur le secteur de l'influence sur ces derniers mois et sur ce qui s'est passé cette dernière année. On est live 1 an plus tard, tout juste après la sortie de ce premier épisode avec Amélie Deloche. Comment ça va 1 an plus tard. Ça va super bien et toi ? Comment va Paye ton influence ? Moi, ça va très très bien. Écoute, Paye ton influence se porte bien, on continue le combat. Écoute, il y a encore énormément de travail. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a quand même du travail. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas écouté encore cet épisode, parce que ça fait quand même 1 an qu'il est sorti, je vous conseille de retourner l'écouter. Il est toujours ultra d'actualité. Il est sorti en septembre 2022, donc c'était Paye ton influence avec Amélie Deloche. Vous pouvez le retrouver assez facilement sur la liste des épisodes. Et l'idée là, c'est de faire un petit peu un truc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an dans le monde de l'influence ? Il y a eu un peu de réglementation qui est sortie sur la transparence de l'activité des collaborations commerciales. Comment est-ce que ça s'inclut dans un peu un schéma de transformation des activités sur les réseaux ? Est-ce que c'est mieux traqué et est-ce que c'est plus écolo ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans le secteur de l'influence depuis 1 an et en même temps pas grand-chose. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que y a eu une loi qui est passée quand même, qui a été votée en juin et qui a permis justement de mettre, on va dire, de remettre les pendules à l'heure sur ce que devaient faire les influenceurs et ce qui était interdit. Donc cette loi, elle revient notamment sur finalement le cadre légal et réglementaire que doivent respecter les influenceurs, notamment sur la transparence commerciale, sur le fait d'interdire de promouvoir par exemple la chirurgie esthétique, etc. Donc on a un nouveau cadre réglementaire qui donne aussi une nouvelle définition à l'influenceur. Donc l'influenceur aujourd'hui et le métier d'influenceur est officiellement reconnu par la loi. Le métier d'agent d'influenceur aussi. Donc finalement, ça a permis de reposer des bases saines à l'influence. Par contre, dans cette loi, n'est absolument jamais mentionné les enjeux de responsabilisation écologique de l'influence. Donc il y a encore finalement du travail sur ces questions-là. On voit quand même qu'il y a une certaine forme de transition éthique, justement, que de plus en plus de créateurs, d'influenceurs se posent des questions sur les questions écologiques, que de plus en plus n'osent pas forcément valoriser par exemple le fait qu'ils ont pris l'avion parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre des commentaires, etc. Donc on a une certaine forme quand même de transition aussi avec des influenceurs qui changent leur ligne éditoriale justement
pour être un peu plus en cohérence avec les enjeux écologiques. Mais quand même, à côté, on a une telle croissance du secteur, notamment sur TikTok, une croissance du secteur qui est quand même aujourd'hui encore sur des imaginaires de consommation et de mode de vie qui sont totalement à l'ouest sur les enjeux écologiques. Donc j'ai l'impression qu'on fait 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Là, on en parlait dans l'atelier qu'on vient de faire avec toi et Amélie Deloffre de Parlons Climat, où j'avais l'impression que le frein, c'était pas tant l'ignorance des influenceurs, mais la peur de le faire, la peur des communautés, la peur des autres influenceurs. Comment est-ce que ça s'adresse? Est-ce que ça, c'est des freins qui peuvent être facilement levés? Bien sûr, il y a énormément de freins pour les influenceurs en termes de transition écologique. Le premier, notamment, je parle des influenceurs créateurs qui n'ont pas une ligne éditoriale qui est portée sur ces enjeux écologiques. Le premier frein, ça va être finalement la cohérence, c'est-à-dire comment parler d'écologie quand son mode de vie finalement est extrêmement impactant, qu'on prend beaucoup l'avion, que nos partenariats ne sont pas éthiques, etc. Forcément, directement, ça crée des frustrations de l'audience qui va critiquer l'incohérence finalement et dire en fait, mais t'es qui pour parler d'écologie alors que la semaine dernière t'étais à Bali et la semaine prochaine tu vas au Mexique. Donc un des premiers freins c'est ça, c'est comment parler d'écologie quand notre mode de vie n'est pas irréprochable, même s'il ne le sera jamais. Le deuxième, c'est aussi une question aussi de business model. En fait, il y a beaucoup d'influenceurs qui se posent beaucoup de questions sur les enjeux écologiques, mais qui ne sont pas prêts à refuser des opportunités professionnelles ou alors des grosses sommes d'argent pour l'écologie. Et aujourd'hui, on sait très bien que notamment les grosses marques, celles les plus impactantes, elles ont les plus gros budgets. Et quand on est créateur et qu'on est approché par un Coca-Cola qui nous propose des dizaines de milliers d'euros, même si on sait très bien les impacts de cette marque, c'est compliqué de refuser. Et puis, il y a aussi finalement le fait que même s'il y a une audience de plus en plus, qui attend des influenceurs de plus en plus d'engagement écologique, cette partie de l'audience-là, c'est quand même une minorité. Et la majorité de l'audience attend pas forcément des influenceurs une certaine forme de transition. Donc, ils sont pas forcément aujourd'hui assez, ils ont pas forcément assez d'incentive en fait pour le faire. Et du coup, c'est des fois, dans la majorité des cas, c'est plus simple de pas du tout s'engager sur l'écologie et de pas en parler, plutôt que d'en parler et du coup risquer des critiques ou alors même risquer son business model. C'est quoi les prochaines étapes pour Paye ton influence et pour le collectif que tu animes? Pour Paye ton influence, on continue notre sensibilisation. On travaille avec de plus en plus d'acteurs justement pour faire en sorte d'allier nos forces. L'idée aussi, c'est on va se monter en association pour pouvoir aussi faire des projets de plus grande ampleur. Donc on a pas mal de choses sous le pipe, mais l'idée c'est on veut vraiment essayer de créer finalement une certaine forme de communauté autour de l'influence marketing plus écologiquement responsable et on croit beaucoup notamment à l'apprentissage par les pairs entre les créateurs. On pense vraiment qu'il y a un enjeu énorme. Est-ce que les influenceurs entre eux se mobilisent pour s'engager concrètement et qu'il y ait de plus en plus de créateurs finalement qui aient un regard critique sur le marketing d'influence et qu'ils invitent justement d'autres créateurs à s'engager concrètement. Et aujourd'hui, intéressant, Charlotte qui me disait justement qu'elle avait créé un Aware Collective. Exactement, voilà. C'est ce modèle-là que tu imagines du coup, par exemple. C'est ça. Donc il y a Aware Collective de Charlotte qui existe déjà et qui marche. Il faudrait ça limite encore à plus grande échelle, c'est-à-dire avoir une dynamique globale de transition. Et cette dynamique globale de transition, elle peut se créer s'il y a un minimum d'influenceurs, un nombre en tout cas critique qui s'engagent et qui commencent à dire attends mais là c'est peut-être pas normal. 3%. Ouais, exactement, le 3%. C'est peut-être... Et là il y a les choses commencent à évoluer. Par exemple, il y a des imaginaires qui étaient on va dire vus comme normaux avant et qui aujourd'hui ne le sont plus du tout. Par exemple la fast fashion. Aujourd'hui il y a de plus en plus d'influenceurs qui arrêtent de travailler avec des marques de fast fashion parce qu'il y a eu une telle médiatisation notamment sur des marques comme Shine sur l'impact écologique et social qu'il y a derrière la production que pour des créateurs, des influenceurs c'est de plus en plus compliqué de travailler avec ces marques là parce qu'ils se font critiquer. Et même l'audience est de moins en moins on va dire encline à consommer ces marques-là. Donc on a quand même une certaine évolution de certains imaginaires. C'est ton espoir principal ça? Tout ce qu'on dit là, le fait qu'ils s'éduquent par pair, qu'ils se transforment leur façon de travailler ensemble, c'est vraiment la façon dont tu vois évoluer le marché de l'influence en fait? Oui, j'espère. En fait je pense qu'il y a plein de leviers qu'on peut activer. Il y a le levier de l'apprentissage par les pairs, il y a le levier de la sensibilisation, de la formation aussi des influenceurs, il y a le levier
de l'audience qui peut justement aussi être, on va dire, extrêmement efficace parce qu'un influenceur, il n'est influenceur que grâce à son audience. Et si son audience commence à ne plus le faire confiance ou à ne plus se retrouver dans ce qu'il dit parce que c'est trop à l'ouest niveau écologiquement parlant et que l'audience le fait savoir à l'influenceur, bah, ça peut aussi créer des déclics. En fait, je pense qu'il n'y a pas une solution. Il y a plein de leviers qui peuvent être mis en place, mais il faudrait qu'ils se mettent en place de manière assez, en même temps et de manière un peu cohérente, quoi. Bon, on est en train d'arriver en gare, on a fini, on a fait notre Paris-Nantes, on a changé de quai, on a fait notre Nantes-Paris. On est en train de terminer le trajet, on arrive en gare de Paris, donc ça va être la fin de cette interview, ça va être la fin de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie dans le TGV Inouï avec 2 tonnes. Et puis on vous dit à très bientôt. Salut. Ciao, merci, Amélie. salut, à très vite. Bye. Et voilà, c'est presque terminé pour cet épisode du jour. Juste avant de vous quitter, je vous propose d'écouter la conclusion de PA sur cet après-midi à 300 à l'heure. Évidemment, comme toujours, c'est hyper inspirant et il y a un message que vous n'avez pas envie de louper. Comment est-ce que tu te sens après ce premier atelier ? Est-ce que c'est de bon augure ? Est-ce que tu as trouvé ça cool ? Comment tu as senti un peu la vibe de l'exercice ? Est-ce que tu as senti que c'était facile, que la réception était facile dans un train, dans un atelier court de 2 tonnes ? C'est moins l'habitude. Comment est-ce que tu as senti tout ça ? Moi, j'en ressors ultra enthousiaste en fait. Super convaincu parce qu'en fait, il s'est passé ce qui se passe souvent dans un atelier d'automne. Les gens arrivent avec un niveau de connaissance, d'implication très différent. Et là, en l'occurrence, c'est pas tous des gens qui sont passionnés de l'écologie au départ. Et malgré ça, en fait, tout le monde est embarqué. C'est-à-dire que l'atelier, il prend, en fait, t'es dans un contexte vraiment particulier. Tu vas à 320 km/h, ça bouge, il y a du bruit et tout. Tu peux dire, oulala, ça va être galère. On verra le résultat du podcast d'ailleurs. C'est ça, ouais, j'avoue. Et en fait, il y a la magie qui opère, tu vois. Ouais. Et la magie qui opère, on discute, on échange. L'atelier dure plus longtemps que prévu parce que les gens rebondissent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun va vraiment recevoir les messages, mais va les réinterpréter à sa façon et va vraiment se les approprier. Ça m'a marqué aussi, tu vois. C'est que eux-mêmes, ils sont habitués à transmettre des messages. Ils ont des enjeux, ils ont des communautés qui sont très différentes. Donc dès qu'on leur transmet des messages, ils se questionnent sur comment ils peuvent les passer efficacement en connaissant un peu d'où ils partent. Et donc ils vont pouvoir le transmettre à leur façon après. Et ça, moi j'ai trouvé ça assez marquant, tu vois. C'est que chacun est conscient de ses contraintes et chacun va jouer dans ce champ des possibles-là pour trouver la meilleure façon de faire. Et c'est vrai pour la vie normale et c'est vrai pour un travail d'influenceur. Et pour moi, le fait de faire des ateliers avec les influenceurs dans le cadre de cette opération-là, qui, comme je l'ai dit, est une opération aussi d'influence, qui envoie des messages, en fait, c'est pareil, c'est une suite logique, c'est ultra cohérent. On espère vous retrouver dans les wagons-bars du 18 au 22, les ateliers En train pour le climat de TGV Inouï et de 2 tonnes. Participez-y, essayez de prendre un train. Alors, c'est les Paris-Rennes et les Paris-Marseille, c'est ça ? Il y en aura plein. Il y aura du Strasbourg, du Lille, du... Ok, donc c'est la loterie. Lyon, là, vous avez intérêt à prendre des Bordeaux, TGV pour essayer de choper un train qui fasse partie de l'opération. Carrément. Et si jamais vous pouvez pas, vous pouvez taguer aussi ou prévenir tous vos collègues, vos tontons, vos amis qui pourraient être sur ces lignes-là. C'est le moment ou jamais pour qu'ils prennent le train. Ou alors, si jamais ils sont dans le bon train, qu'ils ne le ratent pas. Et donc, il faudra bien les prévenir en avance. Exactement. Trop cool. Merci PA. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.